Jugé il y a peu encore infréquentable et même présenté comme le cofondateur avec Maurice Barrès du national-socialisme à la française, Charles Péguy est de retour parmi nous. Sa captation par le régime de Pétain ne fait plus oublier ce que Jean Bastère a appelé l'appel du 17 juin, c'est-à-dire le tract qu'a glissé Edmond Michelet un jour avant le célèbre appel du général de Gaulle dans quelques centaines de boîtes à lettres de Brive-la-Gaillarde et qui reproduisait sans commentaire des phrases de l'Argensuite. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. C'est la seule mesure et il a raison absolument. Je veux dire que la raison qu'il en a est un absolu. Celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Celui qui se rend est mon ennemi, et je le hais d'autant plus que par les jeux des partis politiques, il prétend s'apparenter à moi. Celui qui ne rend pas une place peut être tout républicain qu'il voudra, et tout laïque qu'il voudra, j'accorde même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc, et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand bien même il serait marguillier de la paroisse. On redécouvre donc Péguy, on le réédite, on l'étudie, et l'on pense avec lui, sans honte et sans reproche. 2 livres importants témoignent de ce regain. Conspiration d'un solitaire, l'individualisme civique de Charles Péguy, d'Alexandre Vitry, et Philosophie de Péguy ou les mémoires d'un imbécile de Camille Riquier. Arrêtons-nous à ce titre. Tous ceux qui se plongent dans la lecture de Péguy sont frappés par son génie philosophique et poétique. Alors pourquoi Mémoire d'un imbécile, Camille Riquier? Le titre n'est pas de moi, je me serais jamais autorisé à l'appeler ainsi. Il est de lui. J'ai commencé le premier chapitre de mon ouvrage en recensant tous les ouvrages qu'il aurait aimé écrire et qu'il n'a pas pu écrire. La liste de ses ouvrages virtuels est plus nombreuse que la liste des ouvrages qu'il a vraiment écrits. Les Mémoires d'un imbécile en fait partie. Il aurait voulu écrire, et ça revient à la fin de ces dernières années, ses confessions. Et dans notre jeunesse, il dit s'appelait Mémoires d'un imbécile. Et je me suis aperçu que cette épithète parcourt toute son œuvre. Un jour, Charles Simian l'a traité d'imbécile lorsqu'il entendait fonder les cahiers de la quinzaine. Ça ne marchera jamais. Et d'une certaine manière, il a récupéré pour lui-même cette accusation qu'on ne cessait de lui adresser. Et que, à la fin, le monde moderne lui adressera également. Lorsqu'on pense contre son temps, on est un imbécile pour lui. On marche en quelque sorte à contresens. Et d'une certaine manière, on doit accepter, tout en pensant, d'être un imbécile pour les autres. C'est le prix à payer, d'une certaine manière, pour une pensée libre et authentique. Alors, il y a peut-être aussi autre chose que nous allons aborder dans notre jeunesse. En effet, Péguy dit du monde moderne que c'est le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique, parce qu'ils n'ont plus rien à apprendre, ils ne sont pas des dupes, ils ne sont pas des imbéciles. Que penser de cette profession de foi, Alexandre de Vitry? Eh bien, cette imbécilité, justement, elle a à voir avec cette critique du monde moderne, qui, lui, ne croit à rien, ce dont Camille Riquier parle beaucoup d'ailleurs dans son livre, cette opposition, enfin ce nouveau rapport à la croyance qui ferait un des propres du monde moderne, alors que Péguy, justement, a presque la pathologie inverse, c'est qu'il croit à tout ce qu'il entend et à tout ce qu'il dit. Et ceci est vrai d'un bout à l'autre de son parcours. Ça explique d'ailleurs une certaine profusion idéologique qui peut dérouter le lecteur néophyte, puisque quand Péguy est socialiste, puis patriote, puis chrétien, ce n'est pas un petit peu de socialisme qui vient se mélanger à un petit peu de patriotisme dans un équilibre modéré, disons. À chaque fois, c'est une adhésion intégrale à l'ensemble
d'un corpus de valeurs, d'idées, de croyances, un ensemble doctrinal ou même théologique dans le cas du christianisme. Donc l'imbécilité de Péguy, c'est aussi cela, une adhésion sans mesure à ce qu'il rencontre sur son chemin. Et c'est ce qui le différencie si profondément de ce monde moderne dont il donne peu à peu la description, ce monde des historiens qui, au contraire, vont jeter un regard tout aussi intégral sur les différentes humanités, mais sans plus adhérer à quoi que ce soit. Oui, parce que c'est un regard de surplomb. Un regard de surplomb et distancié. Distancié. Alors justement, Camille Riquier, Péguy dit le monde moderne est le monde qui fait le malin. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Que signifie cette définition ? Il y a plusieurs choses, mais effectivement, ça s'oppose à l'imbécilité qui serait éventuellement la sienne. Faire le malin, je crois qu'il l'explique parfaitement dans l'argent aussi. C'est celui qui ne veut pas tenir sa place. Celui qui travaille tient sa place. Celui qui croit à quelque chose tient sa place parce qu'il est chevillé. Sa croyance, si je puis dire, lui est chevillée au corps. Et donc, il tient sa place quelque part. Dans le monde moderne, où en quelque sorte l'idéologie est celle de l'ascension bourgeoise, on ne veut qu'une chose, c'est se faufiler dans le siècle, réussir et ne jamais tenir sa place. Et en quelque sorte, seuls ceux qui ne tiennent pas sa place réussissent. Lui, il le dit, c'est peut-être la chose la plus nouvelle que le monde moderne nous a fait, c'est celui qui tient sa place ne peut que déchoir. Il le dit dans le monde grec, celui qui ne tenait pas sa place est en quelque sorte chuté. C'est le destin. C'est celui qui en quelque sorte dépasse la limite, l'hubris. Dans le monde chrétien, celui qui veut s'élever est rabaissé. Dans le monde moderne, au contraire, celui qui ne tient pas sa place est encouragé. Et au contraire, celui qui tient sa place déchoit. Celui qui travaille n'a même pas cette petite réserve de pauvreté dans laquelle il peut se tenir. Il est en quelque sorte condamné à la misère. Et il dit ça, c'est absolument nouveau. C'est ça faire le malin. C'est en quelque sorte être carriériste. C'est ce que les intellectuels, en quelque sorte, vont faire. C'est ce qu'il va accuser les intellectuels de faire. En quelque sorte, c'est ça, faire le malin. Alors, il y a peut-être aussi autre chose et qui rapproche Péguy de Nietzsche. Un rapprochement sans doute audacieux, mais risqué notamment par Daniel Halévy, ami de Péguy, qui a écrit une très belle biographie de Nietzsche. Et on connaît la célèbre description du dernier homme dans Zarathustra. Jadis, tout le monde était fou, disent les plus malins, en clignant de l'œil. On sera malin, on saura tout ce qui s'est passé jadis, ainsi l'on aura de quoi se gausser sans fin. Et les derniers hommes ne cessent de cligner de l'œil. Et je voudrais vous lire le commentaire que fait de cette phrase Pierre Manant dans son livre « Cours familier de philosophie politique ». Parce que ça pourrait tout à fait convenir à Péguy. Jadis, tout le monde était fou, diront les plus malins. Les plus malins, ce sont les savants, les intellectuels, les professeurs. Jadis, tout le monde était fou. Jadis, les hommes croyaient à quelque chose, à des dieux ou à des héros, et ils se faisaient la guerre, ils troublaient leur digestion pour des choses qu'ils ne comprenaient pas. Nous savons bien, et de nouveau il cligne de l'œil, nous savons bien qu'il n'y a rien en dehors de nous, ni Dieu ni héros, et que surtout nous ne devons pas essayer de nous dépasser nous-mêmes, nous devons résister à toute tentation de nous dépasser nous-mêmes, nous devons nous contenter de nous-mêmes. Jadis tout le monde était fou, cette formule résume l'attitude propre à l'homme moderne, le point de vue historique. Le point de vue historique résume la disposition de l'homme moderne. Les générations modernes regardent volontiers derrière elles. Elles regardent les voies romaines, les cathédrales, les palais. Elles admirent volontiers ces œuvres. Mais c'est l'occasion pour elles de constater qu'elles sont étrangères aux motifs qui ont produit ces œuvres, la foi en Dieu, le désir de gloire, qu'elles tiennent ces motifs pour fonder sur des illusions, bref, que ces grandes œuvres sont sans doute admirables, mais finalement absurdes. Et les générations modernes clignent de l'œil, précisément parce qu'elles sont heureuses et soulagées de ne pas avoir à se dépasser. Elles clignent de l'œil parce qu'elles éprouvent un sentiment de supériorité sur toutes les générations antérieures. Nietzsche discerne que le principe de la supériorité scientifique de l'homme moderne, à savoir encore une fois le point de vue historique, produit la disposition de l'âme la plus plate, celle du touriste. La vérité effective de la religion moderne de l'humanité, c'est le tourisme. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ressemble à la réflexion de Péguy sur l'homme moderne qui fait le malin, car il se croit supérieur à toutes les humanités antérieures et qui n'a plus aucune foi dans laquelle il s'engage. Alexandre de Vitry. Dans les deux cas, d'ailleurs, cette critique passe par
une critique de l'histoire et des méthodes historiques modernes dans la seconde considération intempestive pour Nietzsche et chez Peggy dans la série de Zangwill qui va de Zangwill jusqu'à Nos amis, à nos abonnés et à Clio, disons. Alors cette partie de l'œuvre de Nietzsche était sans doute inconnue de Peggy, qui en revanche connaissait bien le cas Wagner, qui avait été traduit par son ami Halévy et qui est la seule œuvre mentionnée explicitement par Peggy. Mais je crois que c'est intéressant d'une part d'abord de effectivement les mettre en parallèle, puisque ce sont deux hommes qui réagissent au même phénomène, étant à peu de choses près des contemporains. Donc ce développement du point de vue historique qui rabaisse tout et qui rassure en quelque sorte l'homme moderne en rabaissant toutes les formes de la grandeur antérieure. Mais je crois qu'il faut mettre cela en rapport avec ce que Peggy connaît effectivement de Nietzsche et qui est un autre aspect de Nietzsche qu'il célèbre chez Nietzsche, qui est la violence nietzschéenne. Ce qu'il aime, ce qui l'intéresse en tout cas, c'est l'attaque de Nietzsche contre Wagner et une certaine forme plus inquiétante peut-être de la grandeur qui travaille aussi Peggy. Non que Peggy fasse le malin, mais Peggy tient à la grandeur. Tout à l'heure, Camille Riquier, vous disiez, vous parliez du fait que Peggy appelait à tenir sa place et rappelait que dans les mondes antérieurs, chacun tenait sa place et qu'il n'y a que dans le monde moderne qu'en tenant sa place, on la perd en quelque sorte. Eh bien, je crois qu'il faut aussi pour comprendre cela, il faut aussi rappeler cet appétit de grandeur qui anime Peggy, à la fois quand il pense au monde passé, cette grandeur qui peut être celle du génie, celle du héros, celle du saint, celle du prophète, cette grandeur qui peut être cependant une grandeur démesurée. Il y a aussi une forme d'hubris chez Peggy qui, à mon avis, n'est pas sans lien avec celle qui traverse l'œuvre de Nietzsche, une part, disons, un peu sombre de ce à quoi appelle Nietzsche, non plus le côté critique et négatif de l'œuvre de Nietzsche, mais le côté plus positif de l'œuvre de Nietzsche qui conduit à la pensée du surhomme et qui n'est pas, à mon avis, complètement absent de l'œuvre de Peggy, malgré sa critique du monde moderne. Oui, je réagis d'abord. Faire le malin, c'est ne pas tenir sa place dans l'ordre de la chair, c'est-à-dire dans la carrière temporelle, c'est ce que je disais, mais ça se répercute aussi sur le plan spirituel avec l'histoire. Celui qui fait l'histoire ne tient pas sa place puisqu'il veut surplomber toutes les époques. Il veut être touriste et en cela, il refuse, si je puis dire, d'avoir un site et de contempler les grandeurs passées depuis le lieu où il est. Et en cela, il ne tient pas davantage sa place. Donc on peut faire le malin, si je puis dire, sur le plan matériel, tout autant que sur le plan spirituel. Et d'une certaine manière, il y a des échos d'un plan à l'autre. Ensuite, qu'il y ait une forme d'hubris chez Peggy, il est évidemment pour la grandeur. C'est la mystique. Lorsqu'on est grand dans l'ordre de la chair, c'est l'héroïsme. Lorsqu'on est grand dans l'ordre de l'esprit, c'est le génie, etc. Donc en cela, il estime simplement que accepter sa propre grandeur et la grandeur du sol dans lequel nous sommes nés, c'est voir aussi les autres grandeurs. Les grandeurs se rejoignent, les mystiques se rejoignent. Donc en cela, je ne vois pas non plus d'objection éventuelle à ce qu'il ait pu considérer la grandeur en tant que telle. Alors, j'en reste un peu quelques moments au point de vue historique. Peggy dit le monde moderne n'est pas athée, il est autothée, c'est-à-dire c'est l'humanité qui se prend pour Dieu, et un Dieu qui effectivement estime avoir une totale connaissance du monde. Et l'adversaire de Peggy, celui auquel il ne cesse de se confronter, à cet égard n'est pas Hegel, mais Renan. Voilà, la forme française, si vous voulez, de l'idée d'un savoir absolu. Il oppose à cette vision de l'histoire la souveraineté de l'événement. Il ne dépend pas de nous que l'événement se déclenche, mais il dépend de nous d'y faire face. Et j'ai intitulé cette émission « Peggy, journaliste et philosophe » parce que c'est sa philosophie, c'est ce rapport à l'événement, cette réceptivité. Là, tout est immense, le savoir accepté, qui fait de lui un journaliste. Journaliste de quinzaine, si l'on peut dire, je ne réunirai pas le métier que je fais, journaliste de mois ou de semestre, journaliste enfin, ma misère est la misère commune, il faut que je suive les événements, excellent exercice pour achever de se convaincre que vraiment les événements ne nous suivent pas. Donc il y a une sorte d'humilité et de modestie dans le rapport de Peggy à l'événement. Et le malheur de sa postérité, c'est qu'il critique le parti intellectuel au même moment où d'autres le font, comme Barrès, mais au nom de l'instinct, au nom d'une autre forme de connaissance absolue. Alors que Peggy ne se place pas du tout de ce point de vue-là. C'est, encore une fois, la réceptivité, l'ouverture à la réalité qu'il oppose aux certitudes, à l'arrogance, à la présomption
du parti intellectuel et qui conduit le philosophe qu'il est à devenir, par les cahiers de la quinzaine, un journaliste. Alexandre de Vitry. Oui, on peut ajouter à ce que vous dites une autre nuance, c'est que Péguy s'est toujours dit rationaliste. Ce qui l'oppose aux autres critiques du parti intellectuel à son époque, comme celle de Barrès, qui se font au nom d'une forme d'antirationalisme assez assumée d'ailleurs. Par ailleurs, alors c'est aussi un petit peu mon rôle de nuancer dans l'émission, mais la modestie de Péguy, cette espèce de passivité première dans son rapport à l'événement, s'enracine bien sûr dans l'expérience de l'affaire Dreyfus, c'est l'événement par excellence, c'est celui-ci, et qui traverse toute sa vie. Mais il conduit à une attitude assez, disons, particulière, déconcertante de la part de Péguy, qui est qu'il se trouve, au bout de quelques années, le seul, toujours, en fait, quelle que soit d'ailleurs la doctrine dont il s'agisse, le seul Dreyfusard, le seul socialiste, le seul patriote. Il y a une espèce de poussée de Péguy vers la solitude, qui fait que cet événement auquel il a répondu, avec une forme de docilité, de modestie, d'humilité, eh bien, il se l'approprie et en quelque sorte, il se l'incorpore. Il devient lui-même celui et le seul qui est porteur de cet événement. Bernard Lazare pouvait jouer ce rôle en tant que celui qui est l'affaire Dreyfus, et une fois que Bernard Lazare a disparu, qui est l'affaire Dreyfus dans notre jeunesse? Qui est le nous qui traverse notre jeunesse? Sinon Péguy seul. Camille Riquier. Non, je ne serais pas tout à fait d'accord. Notre jeunesse, c'est quand même c'est la jeunesse de toute sa génération. Simplement, lui est resté fidèle jusqu'au bout. À la fin, peut-être est-il seul, mais parce qu'il a été abandonné par la plupart de ses amis. Donc, notre jeunesse, c'est bien celle quand même de toute une génération. Ensuite, le fait qu'il soit philosophe et journaliste, c'est ça qui m'a intéressé. Le reproche, éventuellement, que Péguy pourrait faire à l'universitaire, encore qu'il aurait voulu l'être. Il aurait voulu être philosophe, mais dans un monde juste. On ne peut pas être philosophe, en quelque sorte, au sommet des iniquités. Donc il a préféré se plonger dans le réel et se battre en socialiste. Pourquoi? Parce que l'universitaire, d'une certaine manière, n'engage que la tête. Il se veut touriste du monde, il surplombe les mondes, et d'une certaine manière, n'a devant les textes qu'il étudie que sa tête. On a dit de Péguy qu'il était philosophe amateur. André Robinet, par exemple. Je pense que c'est le contraire. Il a été philosophe corps et âme, de tout son être. Pourquoi? Parce qu'il s'y est engagé pleinement. Il a cru à ce qu'il disait. Il n'a pas été touriste, visitant un système, le quittant pour un autre. Il est resté fidèle à quelques idées fondamentales, quelques idées socialistes, qu'il a menées jusqu'au bout, jusqu'à l'obstination en quelque sorte. Et en cela, pour moi, il a été aussi à la fois philosophe, et journaliste dans le sens où, il le dit, c'est dans notre patrie. Malgré tout, je suis un petit peu journaliste aussi. Parce qu'il fallait se battre au jour le jour face à l'événement qui arrivait. Alors, philosophe, je reprends la balle au bond. Il l'est, en effet, dans les cahiers de la quinzaine, et notamment à travers la définition qu'il tente de donner du monde moderne. Quand il parle, et vous le commentez d'ailleurs, Camille Riquier, du coup de pouce et de l'influence du coup de pouce dans la formation de l'esprit moderne. Qu'entend-il par là? Eh bien, il parle du remplacement de l'expérience telle qu'elle se donne, par l'expérimentation. Et ça, c'est un tournant que d'autres philosophes après lui vont analyser. Mais comme lui, je pense notamment à Husserl, quand il montre que Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infinité ouverte des expériences possibles, ce qui a conduit la modernité, dit Husserl, et là on entend Péguy presque, à prendre pour l'être vrai ce qui est méthode. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il est écrit du rapport nouveau à la matière, à toutes sortes de réalités qui devient malléable, opérable, disponible. Et là, évidemment, on pense à Heidegger et à sa description de la technique, monde effectivement de la disponibilité, ou, mot de Péguy, de l'interchangeabilité généralisée. Donc, entre ce qu'Heidegger dit de la technique et ce que Péguy dit de l'argent, il y a aussi des effets de correspondance. Donc là, je vais tout à fait dans votre sens, Camille Riquier. Le rapport de Péguy au monde moderne, c'est pas simplement une mauvaise humeur psychologique, c'est la tentative de définition d'un tournant qui sera poursuivi par les plus grands philosophes du XXe siècle. Alexandre Vitry, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. J'ajouterais que
c'est sur cette question du rapport à la matière qui est centrale dans l'histoire de la philosophie du 19e et du 20e siècle. Péguy est très intéressant aussi par son rapport à la question du travail. Parce que notamment, et d'ailleurs à mon avis c'est un des facteurs de son évolution politique, parce que moi je verrais quand même une évolution politique nette dans son parcours, eh bien dans son rapport au travail, il y a l'idée que c'est le travail, dans la mesure où il est une activité modeste de confrontation à la matière et de transformation du monde, eh bien c'est le travail qui produit petit à petit, puis de manière plus globale, la révolution. Et c'est pour cela qu'il s'oppose au syndicalisme révolutionnaire de son époque, en particulier, qui prône le sabotage. Il dit on ne change pas le travail, on n'assainit pas le travail par une destruction du travail. Et là-dedans, il y a la question du rapport à la matière qui se joue. Je crois qu'on est dans la continuité d'une histoire qui commence, disons, avec Hegel et qui se poursuit jusqu'au XXe siècle. Camille Riquet. Oui, moi je dirais même le paradoxe du monde moderne, c'est que véhiculant une métaphysique, comme il le dit, laïque, positiviste, matérialiste, il a cru se débarrasser de tous les arrière-mondes, sans s'apercevoir qu'au lieu des arrière-mondes, ce qu'il a détruit, c'est le monde lui-même. Voilà. Puisqu'il a remplacé le monde réel par un monde fictif, orchestré par des méthodes objectives qui quantifient tout, jusqu'à le voiler. Et donc, il a fallu pour lui, en tant que philosophe, désobstruer en quelque sorte toute cette science pour rejoindre le réel tel qu'il était. Et en cela, il est un philosophe réaliste. Et c'est comme ça qu'il se dit tel. La philosophie pour lui, c'est quelque chose de révolutionnaire. Lorsqu'on pense, il le dit, il y a toujours quelque chose de révolutionnaire. On pense contre son temps. On refuse de marcher avec lui. On s'arrête, on l'observe, on le prend de plein fouet. On l'étudie. On est face au réel. Alors, penser contre son temps, c'est aussi, pour Péguy, faire ce diagnostic terrible que la caractéristique de la modernité, ce n'est pas la bêtise, découverte admirablement par Flaubert, ou ce que Renan appelait la pambéotie, mais une panmiflerie sans limite. Et là, on retrouve le nouveau rapport à la matière et au travail, parce que il dit une panmiflerie sans limite, un règne de barbares, de brutes et de mufles, une matière esclave, sans personnalité, sans dignité, sans ligne, un monde non seulement qui fait des blagues, mais qui ne fait que des blagues, et qui fait toutes les blagues, et qui fait blague de tout, et qui enfin ne se demande pas encore anxieusement si c'est grave, mais qui, inquiet, vide, se demande déjà si c'est bien amusant. Je trouve que cette description a quelque chose d'incroyablement prémonitoire, parce que c'est beaucoup plus vrai, me semble-t-il, aujourd'hui qu'à l'époque encore de Péguy. Alexandre Vitry. Oui, d'ailleurs, il a marqué ses contemporains par ce sérieux, parce qu'il y a une grande drôlerie dans la littérature de Péguy, mais qui n'est pas la dérision. Qui n'est pas du tout la dérision. Qui n'est pas la dérision, hein, et cette dérision lui est proprement insupportable. Oui. Et avant de l'être d'ailleurs de manière, disons, pensée et consciente, je pense que c'est inscrit dans un corps, hein, cette réticence de Péguy à la dérision. Pauline Binda, Madame Simone, actrice de l'époque, était la cousine de Julien Binda, collaborateur des Cahiers de la Quinzaine, racontait que tous les bons mots un petit peu grivois lui étaient insupportables, qu'il sortait de la pièce dès que la conversation prenait ce genre de tour. Donc il y a une sorte d'allergie de départ chez Péguy à cet état d'esprit qui, à mon avis, ensuite parvient à se développer dans quelque chose de beaucoup plus pensé et qui, cette fois, va permettre de jeter un regard sur le monde moderne comme celui qui s'adonne sans limite à cet esprit. Oui, alors c'est intéressant parce que il établit un rapport entre la dérision généralisée et le nouveau rapport au réel et même à la matière quand celle-ci devient totalement malléable et ductile et qu'on ne lui obéit plus. Et il est vrai que à la fin de notre jeunesse, Péguy écrit « On ne refonde aucune culture sur la dérision, et la dérision et le sarcasme et l'injure sont des barbaries. » Mais ça me permet de m'arrêter un peu à notre jeunesse, parce que le thème fondamental, le leitmotiv de notre jeunesse, là où il affirme sa fidélité, nous verrons quand même assez paradoxale au dreyfusisme, une fidélité qui le distingue dans les motivations qu'il donne du dreyfusisme moyen, si je puis dire, puisqu'il invoque, je le dis tout de suite, l'honneur de la race autant que les droits de l'homme, mais nous y reviendrons. Mais il y a cette idée de la décomposition inévitable de la mystique en politique. Ce thème de la mystique, cette opposition de la mystique et de la politique, vous occupe tous les deux. Alors j'aimerais, l'un et l'autre, que vous nous expliquiez ce que Péguy entend par là.
Camille Riquet. Alors mystique, effectivement, c'est la colonne vertébrale. Enfin, l'opposition qu'il fait entre mystique et politique, c'est vraiment la colonne vertébrale de toute son œuvre. Et c'est vraiment en 1911 que l'opposition éclate en formule. Tout commence en mystique et finit en politique, 1910. Maintenant, je pense que cette opposition, elle se retrouve dès le départ et plusieurs langages ont servi en quelque sorte à le remplir de sens. Mais pour revenir simplement au thème qui était le mien, c'est-à-dire que je pense que Corneille lui a servi à remplir cette formule, Molière, Pascal, Bergson. Donc c'est tout sauf une formule creuse. Maintenant, mystique, on peut le réduire à une chose, c'est croire à quelque chose, croire à l'idée socialiste et s'y tenir. En cela, c'est pour ça qu'il pouvait dire aussi « j'ai été un imbécile ». Car il faut bien être imbécile, en quelque sorte, pour croire à des valeurs plus hautes que soi, quitte à sacrifier ses intérêts, ses propres intérêts et ceux de sa famille. Quand on croit à la justice, quand on croit à la vérité, il faut bien être un peu imbécile. Et c'est ça la mystique, c'est simplement croire à des choses qui sont plus hautes que soi-même. Ce à quoi, effectivement, on déchoit très facilement pour de la politique, lorsqu'au contraire, d'être prêt à mourir pour, on finit par vivre d'eux. Vivre des idées socialistes au lieu d'être prêt à mourir pour. Alexandre de Vitry. Je ne peux que souscrire à ce que dit Camille Riquet, mais j'ajouterais aussi qu'il faut prendre conscience que le mot mystique à cette époque est un peu particulier, au moins à deux titres. D'abord, Péguy est le premier en fait à vraiment utiliser le mot mystique comme un substantif de cette manière. Auparavant, on dit le mysticisme, un mystique ou une mystique, c'est la personne mystique. Donc il y a la volonté chez Péguy de créer une notion nouvelle tout en s'appropriant un vocabulaire très ancien. En tout cas sur le plan lexical, ça en donne l'indice. Et autre chose, c'est que le mot mystique est un mot très polémiquement chargé. On se sert souvent dans les débats de l'époque du mot mystique pour disqualifier l'attitude d'un adversaire, soit en gros parce qu'il serait irrationnel, disons, soit pour critiquer une attitude de repli sur soi. Une attitude, alors je prends peut-être un petit peu d'avance, mais d'individualisme. Le mystique, c'est celui qui ne s'occupe que de ses affaires, d'un contact direct avec Dieu, au lieu de s'occuper de la communauté, de la paroisse, si on en reste au vocabulaire religieux, de la construction d'une cité au présent. C'est là que Péguy fait un usage très original du terme de mystique, puisqu'il le choisit pour désigner la sève même de l'engagement dans la cité, du rapport de chacun à la chose collective. Donc il y a une volonté de renverser le vocabulaire dans cet usage du mot mystique, qui à mon avis est très intéressante, et éclate bien, et particulièrement nette et manifeste, dans la figure de Bernard Lazare. Bernard Lazare, c'est celui qui porte en lui le destin de l'affaire Dreyfus, le destin d'Israël, alors qu'il est celui qui finit seul, abandonné par ceux dont il porte le destin précisément. Il y a dans la mystique cette idée à la fois d'engagement pour les autres, pour la cité, et cette idée de solitude, comme malgré soi, mais inévitable. Alexandre Vitry, je voudrais prolonger ce que vous dites, parce qu'en effet, Péguy, dans le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, reproche aux catholiques de son temps, ou plus précisément aux clercs, aux fondés de pouvoir de l'Éternel, d'avoir commis une faute de mystique en méprisant le temporel et en délaissant la création. Donc, quand il parle de mystique, il ne prend pas le parti de la foi contre les œuvres, de la pureté de cœur contre la morale de responsabilité. Il défend la responsabilité pour le monde contre la double tentation de l'angélisme et du carriérisme. Et c'est dans le même sens qu'il fait du père de famille l'aventurier du monde moderne. Pourquoi est-il l'aventurier du monde moderne? Parce qu'il n'est pas arrivé à lui-même. Il a charge d'âme. Donc le destin de la cité lui importe. Je crois que cette clarification est absolument nécessaire, parce que sinon on peut se tromper sur le sens de la formule de Péguy. Camille Riquet. Complètement. Et ça me rappelle aussi un autre passage dans une lettre où il dit que quand les catholiques croient que les saints sont des messieurs très tranquilles, ils se trompent. Ils sont pétris d'inquiétude. Ce sont d'abord et avant tout des hommes d'action. Et le plus étonnant, c'est que Bergson s'en souviendra lorsqu'il écrira en 1932 les deux sources de la morale et de la religion. Pour lui, le sommet du mysticisme, c'est le mysticisme d'action. Jusqu'ici, on a considéré que les mystiques étaient des contemplatifs. Et la leçon que Péguy donnera, c'est-à-dire le disciple du disciple d'une certaine manière,
La leçon que Peggy donnera à Bergson, c'est de dire que les mystiques sont d'abord et avant tout des hommes d'action. Et en cela, il va reprendre le grand renversement bergsonien qui consiste à dire que l'action est plus que la pensée. Il y a plus dans l'action que dans la pensée. Lorsqu'on agit, si je puis dire, il y a dans le creuset de l'action des sentiments, des idées, des pensées, beaucoup plus que lorsqu'on y est détaché. Et lorsqu'il était combattant, socialiste, militant, d'une certaine manière, il était véritablement engagé corps et âme. Il était fondu dans l'action, mais sa pensée également. C'est en cela que je ne lui dénie pas à ce moment-là non plus l'épithète de philosophe. Parce qu'il y a plus dans l'action que dans la pensée. Et c'est rétrospectivement qu'il s'aperçoit de tout ce qu'il y avait dans sa propre bataille, en quelque sorte, socialiste. Alors, Alexandre de Vitry, je parlais tout à l'heure du titre paradoxal du livre de Camille Riquier, les mémoires ou le sous-titre, les mémoires d'un imbécile. Alors, je voudrais m'intéresser maintenant à votre sous-titre. Vous parlez de l'individualisme civique de Charles Péguy, et ce mot d'individualisme, d'ailleurs dans le sens de ce que nous disons, m'a fait sursauter, parce que ce qui caractérise les différents Péguy, c'est quand même le rapport aux autres. Le Péguy socialiste, c'est le Péguy de la solidarité ou de la fraternité. Une fraternité d'ailleurs qui distingue admirablement de l'égalité. Par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes, c'est un devoir préalable. Au contraire, le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins pressant. Je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir à qui reviendra dans la cité future les bouteilles de champagne, les chevaux rares, les châteaux de la vallée de la Loire. Donc, il voit dans l'égalité quelque chose de l'ordre du ressentiment, pour parler à nouveau comme Nietzsche, mais la fraternité, c'est autre chose. Il faut sortir tout le monde de la servitude économique. Et puis après, il y a ce qu'il dit du père de famille. Le père de famille, justement, n'est jamais réduit à lui-même. Son être déborde son moi. Ali Patitour, dit-il, il souffre d'autres, il est l'otage. C'est le mot que risque Péguy. D'autres, des siens. Et puis, il parle de l'honneur, notamment dans notre jeunesse. L'honneur, c'est le rapport à la lignée. C'est ce que nous devons à nos ancêtres. Nous devons être à la hauteur. Donc, rien là, justement, d'individualiste. Alors, pourquoi ce mot, Alexandre de Vitry ? Donc, tout ce que vous dites est parfaitement juste. Et comme vous avez dit en commençant, c'est évidemment un paradoxe que j'ai essayé de creuser. Et j'ai parlé d'individualisme civique, pas d'individualisme tout court. Dans la mesure où... alors d'abord, je crois qu'il faut essayer de débarrasser un peu ce mot d'individualiste de la charge polémique qu'aujourd'hui il porte, puisque on se sert surtout du mot individualiste en mauvaise part aujourd'hui, pour désigner, disons, un individualisme petit bourgeois de repli sur la simple échelle personnelle, au détriment justement de toutes les grandeurs. Et de ce point de vue, on pourrait voir en Péguy un adversaire féroce de l'individualisme. Néanmoins, je crois que d'abord, donc pour sortir de cette ornière polémique, disons, il faut rendre à l'individualisme tout son contenu doctrinal, en particulier à l'époque de Péguy, puisque l'individualisme, c'est la base de la doctrine républicaine de la Troisième République, telle que le formule par exemple Durkheim dans une conférence célèbre sur les intellectuels et l'individualisme. Chez Péguy, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, chez le jeune Péguy, dreyfusard, engagé dans l'affaire Dreyfus, il y a une forme d'individualisme assumé, mais qui n'est pas un individualisme stérile et anti-civique, qui est l'idée que on ne sacrifie pas un individu au nom du tout, au nom de la société, au nom de la raison d'État, dans le discours des anti-dreyfusards. Au nom, par exemple, chez les communistes de l'époque, chez, disons, ceux qui suivent Jules Guesde, au nom de la lutte des classes, qui étaient, enfin, les guédistes, donc, qui étaient les marxistes de l'époque, étaient très réticents à s'engager dans la défense de Dreyfus, dans la mesure où Dreyfus était non seulement un bourgeois, mais un militaire, que la défense de son innocence n'entrait pas en ligne de compte dans la lutte des classes. Bon, c'est dès le premier numéro des Cahiers de la Quinzaine, un thème central pour Péguy. C'est aussi cela l'individualisme, et d'ailleurs, les anti-dreyfusards ne s'y trompaient pas, qui accusaient régulièrement les dreyfusards d'être des individualistes, d'être prêts à sacrifier l'armée, donc la France, pour sauver l'innocence d'un seul, avant même que la question de l'antisémitisme entre en ligne de compte. Par ailleurs, donc cet individualisme, je crois qu'il traverse toute l'œuvre de Péguy comme une pente contraire à une autre pente qui est la sienne, qu'on retrouvera même dans sa théologie. Mais
pour bien le comprendre, je crois qu'il faut aussi aller d'un autre côté, là peut-être que Camille Riquier sera en désaccord avec moi, qui est du côté de la psychologie, du tempérament. Il y a chez Péguy une pente individualiste qui n'est pas cette fois-ci doctrinale ou théorique, mais qui est quelque chose que d'ailleurs ses contemporains et même ses proches pourront lui reprocher par la suite ou s'en amuser, une forme de mégalomanie, en fait, pour le dire dans des termes un peu psychiatriques et pathologiques, mais un attachement à soi, une défense de soi si forte qu'elle entre toujours en contradiction, qu'elle apporte toujours une contrariété à sa modestie et à son esprit de sacrifice. Camille Riquier. Oui, là, je serais pas tout à fait d'accord, encore que si j'accepte la nouvelle définition qu'il donne de l'individualisme, ce sera entendu. Mais si on l'entend au sens le plus courant, il me semble pas que Péguy soit individualiste. Ensuite, pour la mégalomanie, oui, à la rigueur, elle m'importe peu. Je n'ai rien appris de Rousseau lorsqu'on m'a dit de lui qu'il était paranoïaque. Je n'apprends rien de Péguy lorsqu'on me dit qu'il est bouffi d'orgueil, frustré et mégalomaniaque. Je rentre dans sa pensée et j'y adhère pour en un sens en tirer les meilleurs fruits. Si Péguy avait été individualiste, il n'aurait pas été l'homme qu'il est devenu. Il aurait eu une autre carrière. Il serait devenu philosophe. Il serait monté, en quelque sorte, dans l'ascension bourgeoise. Il aurait été philosophe, professeur de philosophie. Il le dit sans cesse. Il le dit simplement, il y a un devoir, un anté-devoir, avant de devenir riche soi-même, avant de faire carrière, il faut arracher les autres à la misère. Et d'une certaine manière, il s'est sacrifié, il a sacrifié en quelque sorte sa propre tendance pour celle-ci. En cela, pour moi, c'est l'anti-individualiste. Sinon, il aurait, en quelque sorte, mené un tout autre combat que celui-ci. Et les cahiers de la quinzaine attestent justement de son sens de l'amitié, puisque c'est comme ça qu'il définit les cahiers de la quinzaine. Il dit une mystique de l'amitié. Oui, et les cahiers de la quinzaine, c'est quand même Péguy parmi d'autres, avec d'autres. Et effectivement, d'ailleurs, s'il est difficile à lire aujourd'hui, c'est parce que il écrivait par quinzaine, dans les cahiers de la quinzaine, au lieu de peaufiner une œuvre singulière qui se détacherait plus facilement et qui serait peut-être plus facilement accessible aux lecteurs pressés d'aujourd'hui. Alexandre de Vitry. Et devant Romain Rolland, il disait, voilà l'œuvre dont on se souviendra. Et il montrait les cahiers de la quinzaine. Et même les listes d'abonnés. Il disait, le meilleur cahier, c'est la liste des abonnés. Néanmoins, les cahiers de la quinzaine en 1900 et en 1914 n'ont pas du tout la même physionomie. Ce sont d'abord ce qu'il appelait des cahiers de renseignement, fourmillant de documents, de comptes rendus de congrès, d'analyses à chaud de l'actualité des débats socialistes et républicains. Mais il y a une évolution progressive, même si c'est là dès le départ, vers presque une sorte de revue littéraire, une maison d'édition où Péguy publie ses livres. Les dernières années où Péguy écrit ce qu'on peut juger ses plus grands livres, disons de 1909-10 à sa mort, eh bien, ce sont des cahiers de la quinzaine qui sont bien loin des cahiers de 1900 et 1901. Mais il ne publie pas que lui-même, il publie aussi Daniel Halévy, l'apologie pour notre passé, qui a occasionné ce chef-d'œuvre en réponse qu'est notre jeunesse, Alexandre de Vitry. Oui, absolument, il reste quelques autres auteurs, mais de moins en moins nombreux, puisque Péguy se fâche avec tout le monde, et contrairement à ce que disait Camille Riquier tout à l'heure, je crois que c'est souvent la faute de Péguy, mais c'est très bien comme ça, et à la fin, il y a des cahiers par série, qui sont en nombreux volumes, qui sont des cahiers très collectifs pour le coup, qui sont les archives d'une famille de républicains, notamment de 1848, et de la famille Millet, et les cahiers rouges de la commune de Maxime Vuillaume, donc des espèces de sagas politiques. Mais à côté de cela, à part Julien Binda, au fond, il reste un grand écrivain au cahier de la quinzaine, et c'est Charles Péguy. Et lui-même ne cesse de le dire à l'époque, je subordonne tout à ma production, j'écris, maintenant je sais qu'il n'y a plus que cela qui compte. Il songe à céder la direction des cahiers de la quinzaine en 1909 à Daniel Halévy, qui la décline. Il ne l'a pas fait. Halévy la décline. Oui, mais il ne l'a pas fait non plus. Il n'a pas fini sa thèse davantage. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord non plus. Ce n'est pas un tournant mégalomaniaque qui fait que les cahiers de la quinzaine ensuite ne s'occupent plus que de Péguy. Il s'en explique lui-même. Il dit, si maintenant je publie beaucoup moins de documents socialistes, c'est simplement qu'il y en a moins. Le socialisme est mort. C'est simplement l'événement, en quelque sorte, qui lui dicte sa table des matières. Ce n'est pas lui, en quelque sorte, qui a changé. C'est le monde qui a changé. Le monde socialiste n'est plus. Il a été remplacé par le monde moderne. Il faut faire avec. Il faut désormais se battre contre le monde moderne. Ce qui dicte les cahiers, c'est l'événement. Alors, l'événement, notamment le coup de Tanger, 1905, la menace allemande qui se précise, Péguy entend une voix de mémoire engloutie et il ne change pas, il approfondit sa pensée, la question de la patrie, la question de la nation revient en force dans son œuvre, mais plus encore, et là je me tourne vers vous, Alexandre de Vitry,
la question de la race, puisque vous consacrez un très long chapitre à ce thème, sous la patrie, la race, et c'est peut-être cet usage du mot race qui a valu à Péguy le procès qui lui a été fait, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que veut dire le mot race chez Péguy, Alexandre de Vitry? D'abord, il faut faire une petite mise au point peut-être pour les auditeurs, c'est que s'il y a bien un auteur qui ne correspond pas à ce que nous appelons aujourd'hui le racisme, oui, c'est Péguy. Évidemment. C'est un défenseur non seulement de Dreyfus, mais du peuple juif, comme il n'y en a, à vrai dire, pas à ce point dans une telle époque. C'est ce que dit d'ailleurs Gershom Scholem. Gershom Scholem, critiquant l'illusion de la symbiose judéo-allemande, dit « Il n'y a pas d'équivalent en Allemagne de l'amitié de Charles Péguy et de Bernard Lazare. » Et cette notion de race, cependant, on est bien obligé de la manipuler avec un peu de prudence, parce que le côté pénible que ce mot a pour nous, à notre oreille, existe déjà, malgré tout, à l'époque de Péguy. Hein, on est certes avant la Deuxième Guerre mondiale, mais dans un moment où la notion de race est l'objet de bien des polémiques et des affrontements. Et quand Péguy s'approprie ce mot-là, il sait très bien ce qu'il fait. Le jeune Péguy ne parle pas de race. Au contraire, il rejette cette notion comme quelque chose qui fait partie de la rhétorique de l'adversaire. Quand il se l'approprie, il sait qu'il prend quelque chose qui au départ lui était étranger et qu'il va retourner, affiner, approfondir. Qu'est-ce que c'est alors la race pour Péguy? Alors vous en avez vous-même beaucoup parlé dans votre Mes contemporains. Ce que moi j'en retiens, c'est que c'est le nom pour Péguy d'une réconciliation avec les grandeurs passées. Et ces races ne sont pas des phénomènes de cohérence biologique à la Gobineau, disons. Il n'y a pas de pureté raciale chez Péguy. C'est complètement étranger à son rapport à la race. La race, c'est le nom de ce qui ce qui ressurgit, ce qui fait ressourcement, comme il dit, chez chacun, au présent, et qui vient d'ailleurs. Ce qui dépasse au départ quelqu'un, mais qui revient à une échelle modeste, individuelle, et qui permet au présent d'être action, justement. Camille Riquet? Oui, je suis le plus souvent d'accord, à ceci près, que je ne pense pas qu'à un certain moment, il ait adopté un terme qu'il méprisait par la suite, puisque ce serait encore souscrire à l'idée d'une droitisation de Péguy. Depuis le début, il emploie des images, je dirais pas des métaphores, botaniques, végétales. Pas celle-là. Même celle-ci, racine, racination, arbre. Ça veut dire que pour lui... terriblement reproché d'ailleurs aujourd'hui encore par certains. Exactement. Mais tout ça, ça lui vient de Hugo, ça lui vient de toute une littérature qui le précède. L'humanité pour lui est beaucoup plus végétale qu'animale parce que elle occupe un temps long. Et que la race, en quelque sorte, pour lui, c'est comme une sorte d'arbre qui produit des fruits. La race juive, pour lui, son plus beau fruit, c'est le prophète. Que la race juive a mission de produire de loin en loin. Alors, il faut dire aussi que le mot race est très antérieur à son appropriation par le racisme dans la langue. J'ai lu, en préparant l'émission, la définition de Littré, c'est extraordinaire, parce que la première définition, tous ceux qui viennent d'une même famille, la race de David. Deuxième, noblesse de la race, se disait de celui à qui cette qualité a été transmise par rapport à celui qui s'est fait anoblir. Ça définit aussi l'extraction. Une profonde nuit enveloppe sa race, citation de Racine, et c'est là, à la fin seulement, qu'on apprend que c'est aussi la classification de l'espèce humaine selon des critères physiques ne reposant sur aucun fondement biologique. Et donc, Péguy, quand il parle de la race, c'est d'ailleurs au sens de Corneille. Dans notre jeunesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. C'est là sa fidélité très singulière, parce qu'il dit, il y allait, avec l'affaire Dreyfus, de l'honneur de notre peuple, l'honneur historique de toute notre race. C'était la règle et l'honneur de la poussée cornélienne, la règle et l'honneur de la poussée chrétienne. Donc, le racisme traite l'appartenance comme un destin, comme une donnée. Pour Péguy, c'est un noblesse oblige. C'est le noblesse oblige. La race pour Péguy, et je rappelle quand même que le général de Gaulle, en 1941, alors qu'il menait cette guerre-là, a utilisé le terme à l'Albert Hall. Son discours, nous disons honneur et patrie, entendant par là que la nation ne pourra revivre que dans l'ère de la victoire. Nous disons liberté, égalité, fraternité, parce que notre volonté est de rester fidèle aux principes démocratiques que nos ancêtres
ont tiré du génie de notre race et qui sont l'enjeu de cette guerre pour la vie et pour la mort. Donc, je crois que ce serait vraiment faire un très mauvais procès à Péguy que de plaquer sur lui, du fait de l'usage de ce mot très ancien, l'accusation de racisme. Alexandre de Vitry. Pour aller encore plus loin que ce que vous dites, et aussi peut-être pour nuancer ce que disait Camille Riquier, qui m'accusait un peu de droitiser encore une fois Péguy, je crois que si ce mot de race apparaît chez lui, c'est une hypothèse que je fais en tout cas et que j'ai essayé d'étayer le plus possible, ce n'est pas parce qu'il reprendrait à son compte le discours d'un Barrès ou d'un Maurras dans son époque, mais plutôt parce qu'il, par un autre modèle, qui est celui de ses amis juifs dans les années 1900-1905, qui successivement redécouvrent une appartenance juive. C'est Bernard Lazare, c'est André Spire, d'autres moins centraux aussi dans son entourage, et qui, le terme de se convertir n'est peut-être pas le bon, mais qui découvrent pour l'un le sionisme, pour l'autre ce qu'il appelle le nationalisme juif, et qui peut passer par le mot de race. Mais ce mot ici désigne certes une appartenance, mais une appartenance très dynamique. C'est-à-dire un appel entendu et une action qui y répond. Et c'est là qu'on rejoint la définition cornélienne de la race. Et qui est en plus un discours qui, chez les amis juifs de Péguy, se redécouvrant membres d'Israël, eh bien, un discours qui se construit contre le discours antisémite de l'époque. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui, le terme n'est pas d'époque, mais un discours raciste. Oui, oui. Il y a une autre manière aussi de parler de race, c'est en termes de mémoire. La race, c'est une mémoire plus longue que les mémoires individuelles. Ce qui fait d'ailleurs que Péguy n'est pas forcément individualiste, puisque d'une certaine manière, avec le temps, par exemple, Péguy s'aperçoit que Bernard Lazare n'était pas qu'un journaliste. Il était arrivé au Quai des Quinzaines, pour lui et aux yeux de tous, ce n'était qu'un journaliste, et avec le temps, il s'aperçoit qu'une mémoire plus longue l'habitait, et qui faisait de lui un prophète, le prophète de l'affaire Dreyfus. Et il y a une très belle définition qu'il donne de la race à un moment donné. Il dit la race, c'est la mémoire du futur. C'est-à-dire, le peuple sait qu'il y aura des prophètes. Ça veut dire qu'il a le pressentiment, il le craint aussi, en quelque sorte, qu'il y aura quelque chose qui l'a précédé et qui viendra après lui. Mémoire du futur. Un dernier mot sur la race. J'ai lu il y a quelques années le livre extraordinaire de Sébastien Haffner, Histoire d'un Allemand, qui raconte de manière personnelle l'arrivée au pouvoir de Hitler. Le livre a été écrit en 1939. Et ce qui caractérise les Allemands, selon lui, à cette époque, c'est l'absence totale de ce qu'on nomme chez un peuple, comme chez un individu, de la race. À savoir un noyau dur, que les pressions et les tiraillements extérieurs ne parviennent pas à ébranler, une forme de noble fermeté, une réserve de fierté, de force d'âme, d'assurance, de dignité, cachée au plus intime de l'être, et que l'on ne peut précisément mobiliser qu'à l'heure de l'épreuve. Et il y a aussi ce propos de Monsieur Germain à Camus, Monsieur Germain, son instituteur, il se revoit en 1945, Monsieur Germain s'est engagé, non pas pour la guerre mais contre Hitler, il apprend que son ancien élève aussi a résisté. Toi aussi, petit, tu t'es battu. Oh, je savais que tu étais de la bonne race. Voilà, il ne faut pas oublier, peut-être que le mot n'est plus employable aujourd'hui, en raison de ce que le racisme en a fait, mais on n'a pas le droit d'oublier non plus les autres acceptions qui ont été très longtemps les siennes. Et de les rayer rétroactivement. Je pense aussi à Michelet, qui était un auteur très important pour Péguy également, et Michelet qui avait cette idée intéressante, en tout cas en plein 19e siècle, qui disait « La France ne peut pas se permettre de penser son unité par un imaginaire ethnique ». Donc racial, en tout cas, en un certain sens. Tandis que l'Allemagne, disait-il, y est destinée, en quelque sorte. Mais ça ne l'empêchait pas de s'approprier, bizarrement, cette notion de race en un autre sens, notamment dans la Bible de l'humanité de Michelet, qui finit par cette phrase « Et ta race est de 89 », de 1789. Une race donc complètement qui explose le cadre de tout imaginaire ethnique ou biologique. Et je crois que Péguy fait la même chose quand il parle de race française et de race chrétienne. Ce sont des contradictions dans les termes si l'on se cantonne à cette acception biologique et qui apparaît et ce paradoxe apparaissait très bien dans le passage que vous avez lu encore une fois. Une race contre l'autre. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie de cette discussion. Je voudrais pour finir citer un petit passage d'André Gide parce que nous n'avons pas eu l'occasion vraiment de nous appesantir sur l'écriture de Péguy. Et un mot, le style de Péguy est semblable à celui des très anciennes litanies,
le style de Péguy est semblable aux cailloux du désert qui se suivent et se ressemblent, où chacun est pareil à l'autre, mais un tout petit peu différent, d'une différence qui se reprend, se ressaisit, se répète, semble se répéter, s'accentuer, s'affirme, et toujours plus nettement, on avance. Et le même caillou, la même couleur, et pourtant à chaque fois un tout petit peu différente, comme la flûte arabe, la même phrase, presque la même, durant presque tout le concert. C'est assez étonnant, justement, après cette discussion autour de la race française, la comparaison de Péguy avec les mélopées et la flûte arabe. Donc je voudrais rappeler le titre de vos deux ouvrages, Camille Riquier, Philosophie de Péguy, ou Les Mémoires d'un imbécile, aux Presses universitaires de France, Alexandre de Vitry, Conspiration d'un solitaire, L'individualisme civique de Charles Péguy, aux Belles Lettres. Je voudrais également citer de Benoît Chantre, un auteur depuis longtemps habité par Péguy, Péguy, point final, aux éditions du Fénin, et également l'anthologie que vous publiez chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, Alexandre de Vitry, Mystique et politique. Une très belle initiation à Péguy pour ceux qui ne se jetteraient pas immédiatement dans l'impressionnante édition de la Pléiade. La semaine prochaine, nous nous plongerons dans les misères et l'obscénité financière du présent. L'émission s'intitulera Peut-on encore aimer le football ? Mes invités seront Robert Redeker et Grégory Schneider. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.